Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Oui, les clans sont arrivés après la fin de la dernière guerre de succession. Euh, si la sphère intérieure avait récupéré de la vieille technologie, eux l'avaient déjà depuis longtemps améliorée. Fait que tout l'ensemble était soit plus léger, soit plus de dommages, soit il y avait une meilleure portée, et souvent les trois, leur blindage était plus efficace, leur équipement était plus sophistiqué. Je pense qu'il y avait juste deux, trois éléments que la sphère intérieure avait que les clans n'avaient pas. Euh, un exemple, Qdita avait développé des ordinateurs qui permettaient de relier entre eux des battlemechs. Pour un ordinateur maître de 5 tonnes, tu peux relier trois ordinateurs esclaves de 1 tonne dans chacun des mecs. Et ce que ça te permettait, c'était de calculer la portée à partir de celui qui était le plus proche. Pour ce qui est des pénalités de tir, c'est que tu pouvais te retrouver à courte portée au lieu de longue. Ça fait une petite différence. Ben, tu pouvais te lier comme ça 3 mètres ensemble avec un autre maître, et ainsi de suite. Ça pouvait monter jusqu'à un bataillon. C'était intéressant. L'autre, c'est les mi-amères à triple force. Quand un battlemech se chauffe, et même si ils disent triple force, ça augmente sa vitesse un peu et ça fait plus de dommages en corps à corps. C'est efficace quand que le battlemech a des hachettes. Je me disais, hein, des hachettes? Ben oui, il y avait des battlemechs qui avaient des hachettes. Ça, c'est un truc de la sphère intérieure. Les clans n'utilisaient pas d'armes de mêlée. Les clans avaient oublié de se battre. Comme la sphère intérieure. Contre des ennemis qui étaient pas vraiment de ton bord. Parce que pour tout leur talent, puis toute leur technologie, puis toute leur tactique, les clans avaient du respect pour leur ennemi. La guerre totale, ils connaissaient pas ça. Se battre à coups désespérés en utilisant le membre arraché d'un battlemech ennemi, ils faisaient pas ça. Fait que la hachette. En passant, le Axeman, c'est une création du team Banzai, qui est une unité mercenaire où que tous les pilotes sont aussi des techniciens. Et ce qui est particulier, c'est que le siège éjectable, c'est toute la tête. Pourquoi je veux s'éjecter le pilote? La tête aussi, c'est des systèmes qui coûtent cher. Éjecte la tête. C'est pour ça la forme un peu bizarre, allongée avec des ailerons. Là. C'est un de leurs trucs. C'est la même chose pour leur première version, le Hatchetman de 45 tonnes. Ouais, 45 tonnes. C'est leur premier. Ouais. Fait que les clans avaient de l'armement supérieur. Il y avait une technologie supérieure. Il y avait des machines plus rapides, mieux armées, mieux blindées. Et il y avait une autre chose que la sphère intérieure n'avait pas. Euh, Tout était modulaire. L'armement des clans ont, toutes les battlemechs ont plusieurs versions de l'armement. Parce qu'ils pouvaient être interchangés rapidement. C'est pas juste une autre version produit permanent comme la sphère intérieure avait. Là. Certains pays, certaines nations, Curita ou d'avion, avaient des productions d'armes que l'autre avait pas. Fait que leur version du même battlemech ancestral, même s'il y avait des usines des deux côtés de la frontière, pouvait se retrouver avec l'armement différent juste par le besoin de production. Non, les classes étaient complètement différents. C'était des systèmes faits pour les différentes conditions de combat. Par exemple, le vautour qu'on voit ici de face avait de base
2 LRM-20. Mais il y avait une version, donc 2 lanceurs de 20 missiles à longue portée. Mais il y a une autre version où il y avait 6 lanceurs SLM-6 à courte portée. Puissance de feu quand même impressionnante pour quelque chose qui c'est plus court. Ben, ça accélère de quoi de tirer moins loin, même si ça te donne plus de puissance de feu. Ben, des fois, tu as des conditions de combat, comme en forêt, où la portée ne sera pas la même chose que dans une plaine. C'est pour ça que le Vautour avait une configuration différente. C'est la même chose pour les deux autres alternatives. Il y en a une qui n'avait pas de missile du tout. Il fait juste 2 canons. 2 Gauss Cannon. Ouais. Tous les Battlemech clans étaient plus rapides, mieux armés, ou souvent les deux. Un exemple. Le Dasher. Le Dasher de 20 tonnes. Oui. Déjà que ces deux lasers médium à longue portée frappaient comme des lasers lourds, qu'il y avait un lanceur SLM6 et un lanceur SLM4, mais en plus, il marchait à 10 cases puis il courait à 15, puis il y avait un masque qui permettait de courir à 20 s'il l'activait. Utiliser un masque, c'est quelque chose qui surcharge le myomère, ça peut le faire figer. Mais il marche à 10, là. Sérieusement, ils ont mis ça parce que contre les autres clans, ils avaient besoin de cette vitesse-là pour garder son avantage. Mais il y avait des mecs légers de son tonnage qui couraient à 9. Et c'est sa vitesse de marche. Le Locust, qui était le mec de base, le battle mec de 20 tonnes, le plus rapide, qui marchait à 8, courait à 12. Lui, il marche à 10. Il court à 15. Puis l'armement d'un mec médium au moins. Ok, il n'y avait pas beaucoup de barrières avec 38 points, mais quand même. Bon, on est loin de la classe, là, mais c'est 20 tonnes aussi. Ouais, les clans, il y avait le moyen, d'après moi, de faire un mec de 15 tonnes. Ils l'ont pas fait. C'est dommage. Je vais peut-être m'essayer un jour avec les règlements. Mais oui, toute leur machine avait plusieurs versions d'armement. Puis c'était modulaire. C'est ça le gros avantage. Ou dans nous autres, on avait fait des modifications à tous nos mecs pour qu'ils soient le plus efficace possible. C'était permanent. Les choix que j'ai faits pour mon Atlas, une fois que c'est fait, ça allait prendre des jours, c'est pas des semaines, changer l'armement. Mais les clans, eux, c'était des pods modulaires qui se fixaient. Comme les racks à missiles en dessous d'un chasseur. Ben, tu peux utiliser différents armements, là. C'est un. Il appelle ça un hard point, en dessous des ailes. Il y en a qui ont, il y a des chasseurs qui en ont plus que d'autres. Mais tu peux mettre des roquettes juste pour faire du bombardement, des bombes classiques, des missiles AA, des missiles à sol, des missiles à mer pour tirer sur les navires, des petites bunkers. Tu peux même mettre des mitrailleuses. Ben, les clans marchaient comme ça avec les Omnimecs. Les Omnimecs étaient capables de changer leur armement en quelques heures, c'est pas minutes, entre une bataille et un autre. C'est une souplesse que la sphère intérieure n'avait pas. Là. Tant que leur ligne de support n'était pas coupée, les clans pouvaient changer leur armement. C'était quelque chose. Oui, une petite idée. Là. Ici, on a le vautour de 60 tonnes. Là. Le Loki de 65, ils l'ont appelé le Loki parce que ils se battaient contre la République de la Chalag et eux, c'était une descendance scandinave. Puis ils trouvaient que toutes les configurations étaient folles et imprévisibles. Le Thor, reconnu pour sa puissance de feu, c'était aussi le mec standard pour le monde virtuel.
qui est un jeu d'ordinateur dans un simulateur. Et le Mat 4 de 75, qui est la machine de la couverture. Ça de là. Manowar de 80, grande vitesse, blindage de métal McLeod, puis armement impressionnant. Le Mazakali de 85, il est équipé de 4 PPC à longue portée. Vous savez, le Awesome de la sphère intérieure, lui, il y avait 3 PPC au maximum. Il était plus blindé. Oui, il était plus lourd, mais il était aussi plus vite. Le Gladiator de 95. Et, pour donner une idée, là, la sphère intérieure ne savait pas comment dealer avec cette machine-là. Il courait au-dessus de 90 km/h. Il était capable de sauter 120 mètres. Il était équipé d'un Gauss Cannon puis de 2 lasers lourds. Puis il y avait un blindage de fou. Mais la machine qui pouvait détrôner l'Atlas, c'était le Daichi de 100 tonnes. Autant de blindage, peut-être même un petit peu plus. Je pense qu'il y avait 307 au lieu de 304. Et 52 tonnes d'armement dessus. Les deux étaient aussi vite, mais il avait une meilleure portée avec ses armes. Puis il était plus efficace. Puis le dernier facteur, c'était les pilotes. J'ai parlé de Natasha Kedensky, qui c'était la meilleure pilote de la sphère intérieure, puis elle venait des clans. Pire que ça, c'était une freeborn, c'est-à-dire qu'elle était née de façon naturelle, ce qui est plutôt rare. Les clans sont clonés, sont manipulés génétiquement en laboratoire, puis après ça, inséminés. C'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs depuis 250 ans qui ont le droit d'avoir des générations suivantes qui vont porter leur nom. Il y a des familles, ouais, naturelles. Il y en a qui se marient par amour, oui, ça arrive. Mais après ça, ils testent génétiquement pour savoir. Même que les taudes, comme on les a appelés, la sphère intérieure, les élémentales, le FOP, les power suits, qui en passant sont rapides, petits, donc difficiles à toucher et bien armés. Les pilotes des élémentales étaient aussi manipulés génétiquement pour être des géants de 8 pieds de haut, avec une force surhumaine. C'est un des arguments comme quoi c'était des extraterrestres qui attaquaient, parce qu'il n'y a pas de power suit dans la sphère intérieure jusqu'à cette époque-là. Personne n'a été capable de réduire les actuateurs de myoma à cette longueur-là dans la sphère intérieure. Les clans, par exemple. Oui. Il y avait plein de technologies qui ressortaient, qui n'avaient pas été utilisées depuis longtemps dans la sphère intérieure, ou qui avaient été avancées bien au-delà de ce que la sphère intérieure avait. Fait que ça a été victoire sur victoire. Mais malgré tout, ils ont été arrêtés. Puis je peux vous dire, c'était pas par nous autres. Non, c'est dans le jeu. Il y a une gang qui a réussi à donner une petite paix, un petit répit à la sphère intérieure pour analyser, se réadapter et contre-attaquer. Puis ça, c'est le prochain vidéo.